Bonjour et bienvenue dans la Grande Galerie Francophone, votre rendez-vous dédié à l'art sur TV5 Monde avec au programme aujourd'hui le meilleur de l'émission, des invités exceptionnels qui vont nous parler de leur passion pour l'art. Nous allons assister à des rencontres surprenantes, des artistes qui vont nous dévoiler leur processus créatif et nous offrir des performances absolument uniques. À mes côtés, comme d'habitude, toute la bande d'experts passionnés d'art et Charlie Voudou au piano. L'art dans tous ses états, c'est maintenant et c'est dans la Grande Galerie Francophone. Alors, on va commencer avec la question rituelle à laquelle tu n'échapperas pas. J'ai compris, vas-y. Oui, qu'est-ce que l'art apporte dans ta vie ? Mais alors, j'aime bien le mot art, mais déjà beaucoup de choses, mais ça c'est la réponse globale. Mais c'est le mot création moi, qui me plaît, parce que étant... En Belgique, on dirait artiste que, c'est-à-dire petit artiste. C'est quand tu veux faire un diminutif. C'est-à-dire que je suis un petit artiste, c'est-à-dire que j'écris des choses. Quand j'étais plus jeune, j'ai essayé d'écrire des chansons. J'écris des blagues aujourd'hui. Il m'est arrivé d'écrire des choses plus carrées sur certains sujets. Quand on crée, voir la création des autres est passionnant. Moi, c'est une façon de questionner le réel. Je pense que l'art me donne une réponse qui me correspond mieux que la vérité crue. Donc c'est une démarche artistique pour moi, c'est questionner le réel. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Guillaume Gallienne ? Il apporte une fenêtre sur le monde que je trouve plus vrai que ce que je peux en voir ailleurs. Plus singulier, plus certes subjectif, mais justement grâce à la subjectivité, c'est plus en profondeur. Alors on va parler de Guillaume Gallienne, spectateur en l'occurrence, quand on vous a demandé quel tableau vous inspirait, vous accompagnait, était dans votre imaginaire. Vous avez cité le français Pierre Bonnard, Le Boxeur. C'est un tableau qui apparaît à l'écran, c'est un autoportrait de l'artiste qu'il a peint en 1931. Qu'est-ce qui vous touche dans ce tableau ? Mais je trouve ça assez bouleversant. Ce type avec ses petits poings qui, comme s'il était prêt à combattre, mais qu'il en était incapable et qui se savait incapable. Avec ses petits poings, il ne fait pas le figure. D'ailleurs, même sa figure, elle est peu visible, elle est dans l'ombre. Et puis le sens du cadre chez Bonnard, parce qu'il y a déjà eu la photographie, il y a déjà eu le cinéma, et donc il s'inspire du cadre de la photo pour révolutionner le cadre en peinture. Et il n'y a pas de réalisme dans cet autoportrait, il y a comme une forme de vibration. On a l'impression que le tableau est vivant. C'est l'effet du miroir. Après, toute la question de l'autoportrait, moi, m'intéresse dans la soi-disant objectivité qu'il faudrait avoir. Ce qui m'intéresse, c'est le temps qui se passe entre le moment où on décide de poser une image, une couleur, de façonner quelque chose du soi dans le miroir et la réalité. Ce temps-là m'intéresse parce que je me demande ce qui se passe pendant ce temps-là. On voit bien qu'il n'est pas en train de se peindre un pinceau à la main. Il se figure. Il y a un peintre qui te fascine, c'est Joseph Beuys. Joseph Beuys. Il est allemand. Voilà, il est allemand. Alors, première partie, milieu 20e siècle. C'est ça. Sa vingtaine est un peu, je dirais, on ne sait pas trop où il l'a passé. Il a inventé des histoires un peu... ses biographies ne sont pas claires. Mais à Berlin... Enfin, pour dire les choses très clairement, il a fait partie de la Luftwaffe dans laquelle il s'est engagé en 1941. C'est même pas sûr. Mais en fait, il raconte qu'il tombe de l'avion et qu'il se retrouve dans l'aviation allemande. Dans des arbres, oui, dans l'aviation allemande, bien sûr. Et il tombe dans des arbres et il y a de la cire. Et cette cire l'a inspiré. Il a fait énormément d'œuvres sur la cire. Mais c'est surtout un mec qui n'a pas l'air du tout marrant une seconde. Regardez-le là. Non, vraiment pas, non. Et il y a des œuvres d'une drôlerie. C'est-à-dire qu'il y a une œuvre qui est, je dirais, un happening, une performance, qui s'appelle « Comment expliquer des tableaux à un lièvre mort ». Donc il tient le lièvre, décédé, dans ses bras. Et il se balade dans une expo de peinture et il lui parle. Il parle au lièvre mort. Tu vois, et ça amène à un rire fort. Mais il y a deux. Ça pourrait être un peu du sophical aussi, comme. Mais exactement. Comme je pense qu'elle n'irait pas pouvoir trouver que Beuys est intéressant sur certains points. Et donc, comme j'en ai parlé justement de cette œuvre-là dans mon premier spectacle, dans un spectacle, oui. Alex Vizorek est une œuvre d'art. Je parlais un peu des artistes contemporains qui étaient originaux, méconnus.
Alors, Parfois. Boys en Allemagne est, je pense, très connu, mais c'est vrai que non, c'est pas. Si vous allez dans la rue, je sais Non, pas, mais c'est parmi vrai les- qu'il est exposé à Berlin, par Non, exemple. mais il est quand même. Il a eu une grosse rétrospective à Pompidou dans les années 90, je pense. D'accord. Et, On n'était pas nés, nous. oh, mais sur ce merci, plateau. merci. Et moi, j'étais petit et j'avais déjà eu peur du rat mort. Moi. Et donc, raconte-nous, oui. Donc, Joseph Donc Beuys. un jour, je suis sur un site de vente aux enchères et je vois qu'il y a un truc de Boys. Je trouve ça assez fascinant. Et en fait, ça coûtait vraiment pas grand-chose. Ouais. Et c'était un. Après, tu sais jamais avec les sites d'enchères. Moi, je me dis Boys, peut-être ça va intéresser plein de gens. Il y a peut-être pas 1000 créations de Boys qui existent encore. Donc c'était une boîte. Enfin, je sais parce qu'elle est chez Une moi. boîte de gâteaux. C'est d'abord c'est une boîte en bois avec une vitre et dedans tu as des gâteaux et il a écrit Boys dessus et c'est comme ça, c'est une installation. Et je me dis je vais faire une Tu as enchère. misé. Je vais faire une enchère au début et puis si ça va trop, je pourrais pas suivre. Oui. Personne n'a réenchéri et j'ai gagné du premier coup et c'est la première œuvre que j'avais achetée aux Quand on enchères. gagne une enchère, Et elle est chez moi et donc ça sert à rien de vous dire cambrioler parce que ça vaut pas vraiment une fortune. Hein. souvent quand on gagne une enchère du premier coup, on a un peu l'impression d'avoir perdu quand même. Hein. Euh, c'est pas faux. Tu peux vraiment lui mettre À mon la avis, misère. j'aurais mis 50 balles de moins, je l'aurais eu quand même. Vous avez une histoire familiale qui est intimement liée à l'art. Votre grand-père était un peintre reconnu, Pierre Dmitrienko. Il était adepte de l'abstraction, du surréalisme. On va voir ici quelques-unes de ses œuvres à l'écran. Vous ne l'avez pas connu puisqu'il est décédé avant votre naissance, mais Oui. ces œuvres ont pourtant fait partie de votre enfance. Vous avez Oui. grandi avec elles. Ça a Oui. influé sur votre rapport à l'art ? C'est très rare qu'on me parle de mon grand-père, ça me touche beaucoup, merci. Oui, surtout qu'il écrivait des textes aussi, en parallèle. Et en fait, moi, quand j'ai grandi effectivement dans un milieu artistique, je trouvais la réflexion, en fait, moi j'étais qu'une interprète au départ, et être Oui. seulement une interprète, ça peut être un peu frustrant. Enfin, on se dit, bon, mais quelle est ma part à moi de vision du monde ? Et quand je me rapprochais de ce que créait mon grand-père et que je lisais les textes, j'avais un lien assez fort. Et donc, c'était un lien qui était très intéressant. Moi, en tant que jeune actrice, bon, on est tout de suite mis dans une case un petit peu, qui peut être un petit peu déceptive, en fait. Hein. Et d'avoir Déceptif, vraiment. Ah ouais. Même quand on a un parcours comme le Enfin, vôtre. quand j'ai démarré. Bien Quand sûr. j'ai démarré d'être une jeune actrice de 20-25 ans, franchement, c'est pas facile. Enfin, Non, on peut passe très vite votre être, temps à vous dire non. on nous dit non, ou alors on est un physique, ou c'est un peu réducteur. On pense à Sois belle et tais-toi. Un peu, ouais. Ouais. Bah oui, quand on a 20 ans, on vous regarde. Bah maintenant, on le sait, mais moi, à l'époque, je suis d'une autre génération. Et j'adore d'ailleurs que tout soit sorti aujourd'hui et qu'on sache ce que c'est que d'être dans l'industrie de l'image, etc. Quand on a la vingtaine, c'est quelque chose de réducteur. Et si on a envie de dire Quand on des est choses... réduit à une chose. Oui, on est un objet produit. sexuel, un Oui. produit. Et en fait, parfois, on a des choses à dire, même quand on est juste une actrice. Margot, tu as fouillé dans les archives. Oui, justement, on parlait de votre grand-père et j'ai retrouvé une archive de lui en 1967. Vous allez voir. Dès le départ, on devrait apprendre l'art aux enfants à l'école communale. Si on commençait à apprendre les enfants à l'âge de 7 ans à l'école communale et leur apprendre une histoire de l'art, leur montrer des œuvres d'art, on pourrait peut-être former une génération de gens qui cultivaient et pouvant apprécier beaucoup plus tard les œuvres d'art. On commence à apprendre à voir des choses, la peinture, à l'âge de 20 ans ou 25 ans, et quelquefois la sensibilité est complètement déjà morte. Enfin, pour retrouver une sensibilité, il faut quelquefois beaucoup de temps, et les enfants n'ont aucun problème avec les œuvres d'art contemporaines. Vous l'aviez l'aviez déjà déjà vu vu Ben non, mais merci beaucoup. Je suis très touchée. Et vous êtes d'accord avec lui? Est-ce qu'il faut sensibiliser à l'art très jeune? Ah oui, oui. Moi, j'ai eu cette chance, c'est vrai. Et oui, parce qu'en fait, sinon, il se passe quelque chose. L'art est, comment dire, est approprié par des histoires sociales. Alors que l'art, à la base, c'est vraiment une émotion. Hein. Enfin, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette émotion? Et ça, c'est à tout âge. Après, on va vous expliquer que ça, c'est mieux que ça. Mais d'être sensibilisé de façon très intime à l'art. Animal. Voilà, ça, il faut que ce soit tôt, parce que comme ça, on n'a plus de complexe, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ça nous appartient, quoi. Votre fils, il est présent dans votre livre. Vous avez inventé des jeux d'ailleurs avec lui. Vous avez inventé des jeux pour qu'il s'amuse au musée. On Oui. sait que c'est pas toujours évident d'emmener un gamin au musée, mais il devait
qu'est-ce qu'il devait faire? Je lui disais, va dans la salle d'après, choisis une œuvre et tu reviens et tu me mets les mains sur les yeux, tu m'emmènes devant l'œuvre et tu me la décris. D'accord. Alors au départ, l'enfant décrit avec évidemment ses mots à lui. Donc il va vous dire, il y a une libellule énorme. Et au moment où vous l'ouvrez, elle est où la libellule? Évidemment, elle est à sa hauteur d'yeux, donc elle est toute petite là. Mais surtout, C'est au génial. départ, et puis petit à petit, par les questions que vous posez, vous lui apprenez à décrire une œuvre. Donc au départ, c'est est-ce que c'est grand ou est-ce que c'est petit? Puis est-ce que c'est en couleur ou noir et blanc? Donc vous lui apprenez à raconter une œuvre Oui, et puis au fur et à mesure... et à s'en emparer. Est-ce que figuratif, abstrait, premier plan, deuxième plan, perspective, enfin tout ça. Mais au fur et à mesure. Et sinon, il y a un autre jeu, c'est tu vas dans la salle d'après, tu choisis une œuvre, tu inventes un titre, tu reviens, tu me donnes le titre et je dois deviner laquelle c'est. Et Ouais. donc là, ça donne en effet, il y en avait une où c'était vous allez vous faire déchirer par maman. Et donc j'arrive, c'était des natures mortes et je vois un moment une peinture hollandaise d'un chat qui surprend deux chiens qui sont en train de dévorer des saucisses et un gigot. Ouais. Et donc c'était Ah bah, tu vas te faire WTF, vous allez déchirer. vous faire déchirer par maman. Et puis il y avait Rock and Roll Granny, ça c'était la marquise de Goya avec les cheveux comme ça. Voilà, des trucs comme ça. On va continuer avec toi, Oui. Alex, mais tout de suite, et tu connais le rendez-vous, c'est la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie, évidemment. Alors, la devise du Québec, c'est « Je me souviens ». Alors, je vous propose une claque posthume aujourd'hui pour que l'on se souvienne de la starchitecte anglo-irakienne qui a été la première femme à gagner le prix Pritzker, qui est un peu l'équivalent Le du Nobel Nobel de de l'architecture. l'architecture. Et il s'agit bien sûr de la très grande Zaha Zaha Hadid. Hadid, qui nous a quittés il y a 10 ans. Alors, je vous propose qu'on se fasse plaisir et qu'on se fasse un tour du monde pour revisiter son œuvre, puisque son héritage futuriste est évidemment vertigineux. Alors, attachez votre tuque avec la broche, comme on dit chez moi. On s'en va vers Pékin. Ça ne veut rien dire. ce que- Mais bien sûr, attache ta tuque, viens, tuque parce avec la broche. parce que ça va aller vite, on va voir des choses. C'est la beauté de la francophonie, c'est qu'on N'est-ce ne se pas? comprend pas. C'est magnifique. Je suis allé jouer au Québec, c'est formidable. Non, mais pour une fois que je ne suis pas la seule avec un accent sur ce plateau, je me fais plaisir. Qui est l'autre? Oh, mais lui, C'est tous les autres. C'est tous les autres, tu vois. C'est tous les autres qui parlent mal, Nathalie, vous avez raison. Donc, on s'en va à Pékin pour voir l'aéroport de Pékin, qui a été pendant un certain temps le plus grand aéroport au monde. Regardez, c'est carrément une étoile de mer du futur métallique qui a évidemment été multiprimée, ouvert en 2019. On reste à Pékin vers le centre Galaxy Soho, un centre de divertissement sur les stéroïdes façon Pandora, hein, en référence au film, bien sûr, Avatar. Avatar. J'adore. Ensuite, elle a fait énormément de musées également, comme le Musée national des arts du 21e siècle, qui est situé à Rome. Regardez, en fait, les murs se C'est fondent magnifique. les uns dans les autres. C'est ça. En fait, elle fait disparaître les lignes Zaha, et ce qui est incroyable de son travail. Elle aime également nous surprendre. Donc, elle a réalisé un tremplin de saut à ski situé à Innsbruck, qui est un tremplin hyper important dans les compétitions internationales. Regardez comme c'est beau. C'est situé en Autriche. Et bien sûr, comme à la Grande Galerie, on sait recevoir hommage à notre invité. Donc. Saviez-vous, M. Vizorek, que Qu'est-ce qu'elle a fait en Belgique? Zaha Hadid a une œuvre en Belgique, Mais dans le non. port d'Anvers? Oh. On dit Anvers ou Anvers, On dit d'ailleurs? Anvers. Anvers, tu vois, j'hésitais. Donc, dans le port d'Anvers, Ouais, c'est beau. qui est la capitainerie, qui a été revisitée donc avec un vaisseau amiral qui a été posé sur cette ancienne génial. caserne de pompiers. C'est spectaculaire. Donc, 10 ans qu'elle nous a quittés, mais sa vision demeure tout à fait vivante à travers son cabinet, qui d'ailleurs planche sur le futur plus grand aéroport d'Afrique. Ça En sera Éthiopie. situé exactement à Addis Abeba, attendu pour 2030. On parle d'une architecture bioclimatique et qui va accueillir 110 millions de visiteurs. Donc, On se ira. donne rendez-vous avec notre valise. À Addis Ça va? Abeba. Merci, Nathalie. Charlie, ta claque de la semaine? Ma claque. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'artiste Ron Mueck, australien. Eh bien, il y a une sculptrice hyper réaliste, également australienne, qui s'appelle Patricia Piccinini. Et elle, son grand kiff, ce que j'adore, c'est qu'elle va enlever tout ce qui nous différencie des animaux et enlever aux animaux tout ce qui est différencie des humains, parce qu'il n'y a pas que le langage. Et l'argent et la guerre, qui différencient des animaux. Voilà. Et du coup, c'est un mélange. Il y a à la fois l'humain et l'animal. C'est des créatures hybrides qui n'existent pas.
On pourrait être effrayé, mais on remarque qu'elle met Oui, il y a un dans côté flippant quand et dans même. chacune. Si tu observes bien, il y a toujours un côté triste, mélancolique. Quand il y a des personnes ensemble, elles sont bienveillantes l'une envers l'autre, comme si tout de suite elle nous mettait en garde. N'ayez pas peur, même si c'est très étrange et que vous ne connaissez pas. Merci Charlie. Lauriane. Je vais vous parler d'un duo. C'est ma claque de la semaine. Je vais dire le nom de la marque une fois, parce qu'après on va être censuré. Ça s'appelle Matière Fécale, au pluriel. Ouais. Et en fait, ma claque, elle vient de Anna Rose et Steven Raj, qui sont donc les créateurs et créatrices de cette marque. Et lors du dernier défilé, j'ai été absolument choquée, bluffée, étonnée, puisqu'on avait des mannequins qui étaient complètement défigurés, étranges, avec des démarches hyper inquiétantes, des nez fracturés, des cicatrices, des visages complètement distordus, des billets de banque qui grimaient leur visage. C'était pas du tout Halloween, hein, c'était donc le maquillage du défilé. Et la collection s'appelait The 1%, donc les 1%, qui fait référence en fait aux 1% des personnes les plus riches de la planète. Peut-être à leur goût pour l'artifice. C'est évidemment une critique acerbe de l'époque, du capitalisme, tout en s'incluant dans cet écosystème, puisque Matière Fécale propose des vêtements qui sont quand même pas donnés. Anna Rose et Steven Raj forment un couple aussi à la ville. Ils s'étaient rencontrés à l'école de mode de Montréal, et je le précise, voilà, pour notre Canadienne Ça nationale. mérite des applaudissements oui, parce il y a qu'à chaque fois, il y a tellement à de chaque talent fois à qu'on prononce Montréal. le beau nom de Montréal, il faut applaudir. Et de cette histoire d'amour qui commence en 2014, en fait, ils se sont poussés l'un l'autre, et ils en parlent beaucoup en interview notamment, à se soutenir pour devenir la version d'eux-mêmes qu'ils ont toujours rêvé d'être. Donc ils font beaucoup d'expérimentations. Ce qu'on voit dans leur défilé, souvent, ils se l'appliquent à eux-mêmes en déformant leur visage, en changeant leur apparence. Leur défilé dérange, leur prise de parole aussi parfois intrigue. Moi, j'aime beaucoup cette façon de challenger le statu quo et de déranger un petit peu le monde de la mode. Aujourd'hui, ils sont suivis par des grosses stars. Ils habillent évidemment Lady Gaga, qui aime beaucoup les expérimentations en termes de style, mais des actrices aussi plus statutaires, Sarah Paulson, etc. Donc, Matière Fécale, au pluriel, à suivre de très près depuis un an, la création du label. Merci Lauriane. Margot, ta claque de la semaine. Ma claque, c'est Samir Douas, un jeune street artiste de Tanger. Un Marocain, oui. Voilà. Habitant de Tanger ou habitant d'Instagram comme moi, vous n'avez pas pu le louper. Lui, son truc, c'est les compteurs électriques. Donc voilà, il s'en empare, comme ils sont assez visibles dans les rues de Tanger, ces petits compteurs, il s'en empare pour en faire toute une galaxie de personnages colorés, hein, des antennes, des circuits, des ampoules, enfin bref, une vraie petite obsession pour l'électricité. Ça lui vient d'un accident qu'il a eu assez jeune. Il a été électrocuté, hein, donc ça l'a rendu malade pendant 4 ans, mais du coup, pour se réconcilier un peu avec la vie, il a récupéré ces fameux objets pour se réconcilier avec cette énergie qui nous donne beaucoup, mais qui nous joue des tours de temps en temps. Et ce qui est assez formidable, c'est que c'est vrai qu'il fait vivre les rues et les murs blancs de la vieille ville de Tanger de manière absolument extraordinaire. Oui, c'est même les cafés maintenant qui l'appellent. On vient repeindre notre compteur, les habitants de Tanger. Donc voilà, je trouve qu'il y a une tendresse dans sa façon d'aborder la vie. Et puis voilà, on l'attend pour repeindre les compteurs de la Grande Galerie. Eh ben, il est le bienvenu. Tout de suite, Alex Vizorek va nous parler d'un autre peintre qui vient, Du Canada et du Québec même. Le Musée des Beaux-Arts de Montréal lui consacre en ce moment même une grande exposition. C'est Kent Monkman. Qui est-il ? Voici le viseur expert, Alex Vizorek. Et aujourd'hui, Kent Monkman aux Beaux-Arts de Montréal. Dans ses œuvres, Kent Monkman aborde la colonisation, l'identité des peuples autochtones et queer, la sexualité, la résilience. C'est pas une expo pour Donald Trump. No! Voyons quelques œuvres. Ici, un personnage qui revient très souvent dans les tableaux de Monkman, son double gender fluide, Mischief Eagle Testicle. Ici, avec un aigle, histoire d'illustrer ses nombreuses prises de bec avec les conservateurs. Ou ici, à 4 pattes, avec des animaux sauvages. Et on comprend pourquoi Disney a préféré ne parler que de l'enfance de Mowgli dans le livre de la jungle. Parce qu'une fois adolescent, c'est bien lâché Mowgli. Miaou. Ici, un tableau complètement fou où son personnage Toré, un animal étrange avec une voiture qui brûle derrière. On ne sait pas si on est dans le Marais, aux arènes de Nîmes ou dans les quartiers nord de Marseille. Parmi les thèmes qui passionnent Monkman, il y a la fessée. Ici, on voit une réinterprétation contemporaine de la relation complexe entre les cow-boys et les Indiens.
Et terminons par un tableau beaucoup plus tendre, avec ces sourires de bambins qui cachent une vraie souffrance de l'enfance. Le jour où ta mère décide de te couper elle-même les cheveux. Ne faites pas ça. Allez, on va voir Kent Monkman à Montréal. Je reviendrai à Montréal. Charlie, il y a une œuvre de Pierre Dmitrinenko qui t'a particulièrement touché. Bertie va la porter sur ton piano comme une partition. Si tu devais la mettre en musique, qu'est-ce que ça donnerait ? Eh bien justement, je ne sais pas encore, on va le découvrir ensemble. J'ai choisi celle-ci qui s'appelle L'Attendant. Et c'est vrai qu'on voit cette silhouette comme ça, on ne sait pas, il n'y a pas de temporalité, rien. Alors, on va plutôt partir sur des nappes comme ça. C'est magnifique et bravo, bravo, sincèrement. Vous êtes très touchés, c'était une très belle improvisation. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Marina ? J'adore. Ouais. C'est la meilleure réponse. Oui, j'adore comme vous êtes habillés en plus. Ah bah voilà. Non, C'est pour ça qu'on me cache derrière, sinon on ne voit que moi. Évidemment, mais tu es toujours là. C'est beau, ouais, votre interprétation aussi. Merci. Alors Guillaume, vous avez interprété donc Cézanne dans Cézanne et moi, le film de Daniel Thompson. Vous étiez mis dans la peau du peintre jusqu'à apprendre ses gestes dont on parlait à l'instant, son trait, son accent aussi. Qu'est-ce qui vous a touché dans le fait d'incarner Cézanne et qu'est-ce qui vous touche dans son œuvre, Guillaume ? Vous avez le temps ? Oui. Non, qu'est-ce qui me touche ? C'est quelqu'un qui savait ce qu'il voulait, qui savait ce qu'il recherchait et qui n'y arrivait pas. Et qui, pendant des années, n'a pas réussi et ça le rendait dingue. Mais dingue. Et il y avait de quoi. Dans ses lettres, c'est limpide. Il sait très bien ce qu'il veut. Mais et vous avez une phrase dans le film qui est assez géniale. Je voudrais peindre la fluidité de l'air, la chaleur du soleil et la violence des rochers. Oui, mais c'est ce qu'il fait. C'est ça, Cézanne ? Oui, il y arrive, mais il y arrive avec une économie. C'est Pissarro qui l'a beaucoup aidé en disant calme. Calme. Et oui, calme. Et il a mis du temps. Et c'est vrai que l'évolution de l'épaisseur de peinture des toiles de Cézanne entre les premières toiles et les dernières, c'est impressionnant. C'est-à-dire qu'on passe de plus d'1 centimètre à pratiquement plus rien. Il y a même beaucoup de réserves dans les dernières toiles. Mais c'est un début qui, en effet, est ancré chez les classiques, que ce soit Poussin ou Le Titien, mais il est impressionnant. Moi, ce qui me bouleverse chez lui, là, pour le coup, dans l'aventure humaine, c'est un type qui sait ce qu'il veut et qui n'y arrive pas. Margot, toi, tu te plonges dans les archives pour la Grande Galerie Francophone. Jingle. Cézanne, c'était notre père à tous, donc c'est ce qu'a dit Picasso. On l'a dit déjà beaucoup, mais il avait transfiguré l'impressionnisme, il était allé plus loin, il était quasiment déjà dans le cubisme. C'est ce qui fait qu'il a été assez incompris longtemps, refusé à l'Académie, et c'est que vers 60 ans qu'il a commencé à avoir une forme de reconnaissance. Bon, après, tout le monde s'en est réclamé, bien sûr. Le XXe siècle l'a unanimement adulé. Enfin, presque, il y a une personne qui n'aimait pas Cézanne. Le peintre le plus mauvais de la France s'appelle précisément Monsieur Paul Cézanne. C'est le peintre le plus maladroit, le plus catastrophique et celui qui a plongé l'art moderne
dans la merde sublime qui est en train de nous engloutir à tous. Ça paraît fou d'entendre un génie en agonie, un autre comme ça. Évidemment, bon, c'est du Dali, hein, Tony Truant, définitif comme ça, mais c'est pas que du théâtre, parce que lui, Dali, ce qu'il aime, au fond, en peinture, c'est le classicisme. Il aime Ingres, Velázquez, un peu comme toi, Hector. Et c'est finalement l'artiste le plus loufoque du XXe siècle qui se révèle le plus académique. Il va aller plus loin dans cet archive de 71. Écoutez. Il y a une chose qui est très significative, c'est que les enfants vous aiment. Ah, ça, il se peut, mais une chose est certaine, c'est que moi, j'aime pas les enfants. Je sais. Quand ils sont tout petits, j'ai horreur. Mais il y a une chose que je déteste beaucoup plus encore que les enfants, c'est les dessins des enfants. Et c'est pour ça qu'il faut en revenir à 16 ans, parce qu'il y a une espèce d'enfantillage suprême et de maladresse que dépasse même ceux des enfants. Voilà, les toiles de Cézanne seraient pires que des toiles d'enfants. Bon, ça paraît fou. Cézanne lui disait ne soyez pas critique d'art et faites de la peinture. Ils s'en foutaient de l'académisme. C'était un voyant, il voulait observer. Dali, c'était un génie aussi, bien sûr, mais est-ce que c'était un grand peintre ? Alors, sur Salvador Dali, si l'on peut dire quelque chose... C'est qu'il savait extrêmement bien dire du mal. Et c'est la méthode Coué, c'est-à-dire qu'il se prononce pour être le plus grand peintre du monde. Oui. En réalité, quand on regarde sa technique picturale, elle est bien, elle est satisfaisante, elle est correcte, mais elle n'est pas époustouflante.